Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent d'être avec vous ce soir, comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio, afin de retrouver ceux qui incarnent l'excellence française sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, que serait cette excellence sans l'état d'esprit propre à la citoyenneté qui va avec? Qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire et pourquoi est-ce si important d'exporter son concept à l'international? Qu'est-ce que ça veut dire d'être femme et décisionnaire politique aujourd'hui? Où s'arrête la liberté d'expression de nos dirigeants? Si elle doit s'arrêter quelque part, autant de questions restées souvent en suspens. Autant de questions que je vais poser ce soir pour vous à une femme qui détonne dans notre paysage politique français d'ailleurs, et c'est une exception, j'ai eu envie de la recevoir seule pour vous, chers auditeurs. Elle a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement depuis 2017, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative Marlène Schiappa fait couler beaucoup d'encre en ce moment, sans compter qu'elle utilise celle qu'elle utilise en tant qu'auteur de plusieurs ouvrages sur le féminisme et les droits des femmes. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio, Marlène Schiappa. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et vous, chers auditeurs, c'est excellent, bienvenue chez vous. Alors Marlène Schiappa, pour commencer, on va se pencher sur votre engagement pour l'économie sociale et solidaire, justement. Vous rentrez tout juste de New York, vous représentiez la France à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui a adopté une résolution mondiale pour l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Alors première question, qu'est-ce que c'est l'ESS ? L'économie sociale et solidaire, c'est cette économie de toutes les personnes qui considèrent qu'on fait mieux ensemble que tout seul, d'une part. Et d'autre part, on peut dire que c'est l'économie de tous ceux qui veulent mettre le caractère humain avant l'objectif de profit. Par exemple, on a les associations, mais on a aussi les ateliers d'insertion de personnes en situation de handicap ou les recycleries. Tout ça, c'est dans l'économie sociale et solidaire. Les fondations, les coopératives, par exemple en France, une bouteille de vin sur deux vient de l'économie sociale et solidaire. Ah bon, ça on le sait peu, absolument, qu'on a une petite bouteille de vin sur la table, et il y a une chance sur deux pour qu'elle vienne de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des producteurs, des vignerons, etc., souvent qui se sont organisés en coopérative. Ça veut dire qu'ils se redistribuent les bénéfices, ils partagent la prise de risque, puis il y a une forme de solidarité dans la manière de le faire. Voilà. Donc vous penserez à moi, j'espère, la prochaine fois que vous buvez un petit verre de rouge. Et du coup, vous travaillez beaucoup avec des coopératives, j'imagine, du coup, en général. Absolument, oui, il y a ou beaucoup des de entreprises. Ou d'associations. Par exemple, en fait, si vos enfants sont dans une crèche associative, en réalité, ils sont dans l'économie sociale et solidaire. Les mutuelles aussi, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Si vous avez une mutuelle pour protéger votre santé, être solidaire, soutenir des engagements, ça veut dire que vous soutenez aussi l'économie sociale et solidaire. Et certaines entreprises qui utilisent le RSE aussi, on imagine, en fonction du positionnement. Alors, il y a des grands débats de fond entre les experts pour savoir si les entreprises à mission, les entreprises à impact, les entreprises engagées font partie du champ de l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas trancher ce débat aujourd'hui, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça fait partie, de ce grand mouvement d'engagement des entreprises, de volonté. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se disent que vis-à-vis de leurs clients, mais aussi de leurs équipes, de leurs salariés, ils ne peuvent plus se contenter juste de vendre un produit ou un service, mais qu'il faut qu'il y ait derrière des engagements portés par les marques. C'est ce qu'on voit et ce que font de plus en plus les entreprises françaises. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette résolution, justement, que vous avez adoptée à New York là? Alors, c'est une résolution qu'on a fait adopter. J'y étais en décembre avec une délégation, avec des chefs d'entreprise, des présidents d'associations. J'y suis retournée là à l'instant avec une nouvelle délégation. Voilà. Je peux citer par exemple dans ma délégation Benoît Tabaka de Google, parce que Google a un fonds pour soutenir les associations, les entreprises à impact. Donc c'est hyper important. Ou Sandra Sisley qui a créé une marque de sweat qui s'appelle Bi, qui est une marque de vêtements solidaires. Sylvie Tellier, qu'on connaît comme présidente de Miss France, mais qu'on connaît peut-être moins comme présidente d'association qui s'appelle Les Bonnes Fées, qui est une association qu'elle a créée pour aider les femmes qui souffrent du cancer à renouer avec leur corps, leur apparence. Voilà, donc avec toute cette belle délégation, on était avec d'autres ministres, représentants de gouvernement à l'ONU, aux Nations Unies à New York, pour avoir une résolution qui donne un cadre mondial à l'économie sociale et solidaire. C'est une belle victoire collective. Bravo. Et une entreprise qui adhère justement à l'ESS, comment est-ce qu'on peut mesurer son impact social? Est-ce qu'il y a des barèmes quoi? Alors c'est un sujet que je trouve passionnant, la question de la mesure de l'impact, parce que l'idée c'est de dire que quand une entreprise prend un engagement, il ne faut pas que ce soit juste du greenwashing, ça on connaît le terme, mais on connaît peut-être moins le terme de social washing, c'est-à-dire les entreprises, pardon pour les anglicismes, les entreprises qui se vantent d'être sociales dans leur organisation, mais qui ne le sont pas forcément. Donc, dans l'économie sociale et solidaire, il y a des principes, par exemple la démocratie interne. Une entreprise ou une structure de l'économie sociale et solidaire, elle respecte le fait, par exemple, d'élire ses dirigeants. Elle respecte le fait, je le disais tout à l'heure, de pas engranger des bénéfices pour des actionnaires, mais de redistribuer ou en tout cas de réfléchir et de réengager l'argent qui serait mis de côté par cette entreprise. Donc ce sont des grands principes. J'essaie d'expliquer
un peu simplement, mais qui sont en fait assez réfléchis, assez complexes d'une structure à une autre, puisque ça fonctionne pas de la même manière dans une fondation, dans une coopérative, dans une mutuelle. Mais en tout cas, l'idée générale, c'est de se dire comment l'activité qui est mise en place ne sert pas juste à gagner de l'argent, mais sert aussi à avoir un impact positif sur la société. Par exemple, je parlais des ESAT, les ateliers d'insertion pour personnes en situation de handicap. Il y a un business model derrière. Par exemple, comment ils se financent justement ? Par exemple, on peut parler d'un ESAT en Sarthe que j'aime beaucoup, qui fait de la recyclerie de vélos et qui loue des vélos. Voilà, vous êtes en famille, vous êtes avec les grands-parents, vous avez envie de faire une balade à vélo dans la forêt, mais tout le monde n'a pas de vélo. Vous pouvez aller en louer directement à la structure qui s'appelle ITER. C'est un atelier d'insertion et vous avez des personnes en situation de handicap ou en situation d'exclusion sociale ou de grande précarité qui ont un travail là-bas, ça leur permet de remettre le pied à l'étrier, de les aider et d'être un tremplin finalement. Donc c'est un modèle important. Et alors pourquoi cette résolution et comment elle peut aider à promouvoir justement cette forme d'économie dans le monde entier ? Pourquoi c'est aussi important, Marlène Schiappa ? L'idée c'est vraiment que c'est l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de la coopération avant la compétition. C'est vraiment notre mot d'ordre. D'ailleurs, je serai la semaine prochaine à Dakar, au Sénégal, parce qu'il y a un grand forum mondial. Je travaille avec notamment Jean-Marc Borrello du groupe SOS, mais aussi d'autres personnalités, notamment la structure ESS France et Pact for Impact. Et à Dakar, on va ensemble, avec beaucoup d'autres structures, je ne vais pas toutes les citer, participer à ce grand forum international. C'est le GSEF, c'est ça ? Exactement, le GSEF, vous êtes bien renseignés. C'est le grand forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Et notamment pour les pays d'Afrique, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on est main dans la main avec le Sénégal. Qu'est-ce que vous en attendez vraiment concrètement ? Alors, j'en attends qu'on puisse développer encore plus de partenariats. Nous, notamment avec l'AFD, l'Agence française de développement, on a signé un beau partenariat avec la structure Pact for Impact qui regroupe les structures de l'économie sociale et solidaire pour dire voilà comment dans les actions de développement, donc menées en direction des pays en voie de développement, comment on fait en sorte de soutenir une économie qui soit une économie plus humaine, une économie qui recherche pas forcément le bénéfice. D'accord. Mais justement, ce mieux ensemble, l'humain avant le profit et tout, est-ce que c'est pas une réflexion un peu utopiste aujourd'hui ? C'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai. Non, bien sûr, on peut se poser la question. Mais moi, j'observe qu'en fait, l'économie sociale et solidaire, et je le dis avec humilité parce que moi, j'en viens pas à la base. Moi, je suis une activiste féministe, mais je découvre cet univers depuis maintenant presque un an. Et cette économie sociale et solidaire, elle apporte depuis des années des réponses à des questions que l'économie de droit commun commence à peine à se poser maintenant. Un exemple, le partage de la valeur. Oui, le président de la République a dit récemment qu'il souhaitait qu'on puisse ouvrir un chantier de débat autour du partage de la valeur. Je trouve ça extrêmement important et des grandes entreprises se posent cette question. Le Crédit Mutuel a par exemple lancé un dividende sociétal, c'est-à-dire un réengagement des profits pour soutenir des causes portées par des grandes associations. L'économie sociale et solidaire, elle réfléchit, elle travaille sur ces sujets depuis maintenant 10 ou 15 ans. Donc ces entreprises-là et ces actions, c'est bon pour leur réputation aussi finalement, à l'international, c'est-à-dire Absolument. de s'engager sur une entreprise, une organisation de l'économie sociale et solidaire, en général, elle est fondée là-dessus. Et d'ailleurs, quand on est par exemple une entreprise qui a un agrément ESUS ou une coopérative ou une fondation, on a des normes et des obligations bien plus importantes. Mais quand on est une grande entreprise et qu'on a envie de financer, j'évoquais Google tout à l'heure, qu'on a envie de financer des associations, des petites structures à impact, d'aider des startups for good à se développer, oui, c'est très très bien. On peut citer par exemple l'entreprise de Eva Sadoun. Elle a créé, c'est une jeune femme très impressionnante, elle a créé le Yuka de la finance. C'est-à-dire une application qui vous permet de scanner vos comptes bancaires et de vous dire si en réalité ce qu'on vous vend comme livret d'épargne durable, c'est vraiment durable. On voit que votre épargne qui est marketée verte et tout par votre banque, est-ce qu'elle va vraiment planter des arbres dans la forêt amazonienne ou est-ce qu'en réalité elle va financer des armements ou l'industrie du tabac ou autre? Je trouve ça extrêmement important d'avoir un petit peu cette activité qui est hyper innovante, c'est vraiment de l'innovation sociale. Et comment vous répondez à la gestion des données et aux difficultés justement sécuritaires qu'il y a autour de ça en ce moment sur ce type d'application? Oui, c'est vrai que c'est un gros sujet, c'est pour ça que ça leur demande énormément de temps, de fonds, d'engagement, mais les startups d'innovation sociale, il y en a de plus en plus. C'est pour ça que je veux pas qu'on oppose, on dit parfois il y a les startups d'un côté et les associations de terrain de l'autre. En fait, ça peut être très lié. Jean Moreau, par exemple, qui était coprésident avec Eva Sadoun, ça fait beaucoup de noms, mais voilà. Lui, je les aurais pas tous retenus, mais tout va bien. On les salue. Il a créé quelque chose qui permet d'aller chercher les invendus pour éviter le gaspillage alimentaire, pour aller les livrer directement à l'Armée du Salut, à la Croix-Rouge, aux grandes associations. Donc en fait, il fait
fait le lien entre ceux qui ont trop et ceux qui ont pas assez. Comment il se rémunère, lui, concrètement? Parce que quand même, on se pose la question, quoi. Ouais, alors lui, justement, c'est avec les abonnements, les partenariats qu'il peut avoir avec ces différentes marques. Parce que, par exemple, quand il va dans un magasin de grande distribution, il les aide aussi. Il leur permet de les débarrasser de leurs invendus alimentaires, mais sans les détruire. Au lieu qu'ils finissent à la poubelle, quoi. Exactement. Donc, en fait, ils vont payer pour se débarrasser éthiquement de leurs invendus. Ouais, on peut dire les choses comme ça, oui. Et donc, cet humain ensemble et justement cette réflexion un peu utopiste de l'humain avant le profit, c'est aussi un peu votre leitmotiv, ça, en général, vous, Marlène Schiappa? Oui, bien sûr, ouais, mais je trouve que, en fait, d'abord, je suis passionnée par l'engagement. Moi, je présidais une association, donc aujourd'hui, en étant en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, je suis toujours impressionnée de rencontrer des gens qui ont comme but, en se levant le matin, de améliorer la vie des autres, s'engager, résoudre des problèmes qui peuvent exister dans le pays ou dans le monde. Voilà, vous êtes au bon poste, quoi. En tout cas, c'est extrêmement agréable d'avoir tous les jours en face de soi des gens qui ont envie de donner de leur temps. On parle notamment beaucoup de la jeune génération en disant que les jeunes seraient égoïstes, renfermés sur eux-mêmes, etc. Moi, je vois pas du tout ça. Au contraire, je vois une jeune génération hyper engagée, solidaire, dynamique. Je pense à ces jeunes qui ont monté des courses, par exemple, aux mamies qui étaient bloquées chez elles pendant la période de confinement et qui ont décidé d'en faire une asso. Je vois beaucoup de liens intergénérationnels. Moi, ça m'émeut beaucoup quand je vois une dame qui a 78 ans qui est en train de former un gamin de 17 ans pour lui transmettre justement tout ce qu'elle a acquis pour ça s'appelle la retraite active. Oui, aussi, ouais, bien sûr, mais on a besoin des retraités dans les associations. Quand vous voyez les maraudes, vous avez des retraités, des jeunes, des actifs, des gens qui prennent sur leur temps personnel, voilà, et qui ont une énergie incroyable au service des autres. C'est ça aussi la France, voilà, je pense qu'il faut le dire. Merci Marlène Schiappa. Dans cet excellent Ce soir avec vous, notre secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène Schiappa. Vous êtes bien sur Sud Radio. Et nous aussi, évidemment, on vous attend. À tout de suite, restez là surtout. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent à mes côtés ce soir sur Sud Radio et en solo pour vous, chers auditeurs, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène Schiappa. Alors Marlène Schiappa, parmi les sujets d'actualité qui vous concernent, il y a évidemment le fonds Marianne, dont je vais repitcher le rôle pour nos auditeurs. Vous l'avez créé en 2021, après l'assassinat de Samuel Paty, pour financer des associations luttant contre le séparatisme. Du temps où vous étiez encore ministre délégué chargé de la citoyenneté. Le fonds Marianne, c'est aussi un appel d'offres de 2,5 millions d'euros qui a permis à 17 associations d'en bénéficier sur 71 dossiers. Il y a par exemple la Ligue de l'enseignement ou la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, il y a Conspiracy Watch. Ce procès, oui, c'est aussi un procès d'ailleurs. Non, c'est pas un procès. Non, mais c'est un lapsus révélateur que je viens de faire. C'est un procès qu'on vous fait un peu. Ouais. Ce projet a été lancé donc pour soutenir un contre-discours républicain. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus sur ce contre-discours républicain? Bien sûr, justement. Parce que beaucoup de choses ont été dites justement et notamment des choses fausses. Oui. Ou mensongères. D'abord, redonner le contexte. Effectivement, vous l'avez rappelé. Après l'assassinat de Samuel Paty, qui est un moment que j'oublierai jamais, moi je me suis rendue sur place avec le ministre de l'Intérieur et le président de la République. Je me souviendrai toute ma vie du regard de ce jeune policier municipal qui est celui qui a arrêté Anzorov, donc l'assassin de Samuel Paty, le terroriste islamiste. Et c'était absolument glaçant et terrible. Le président de la République avait dans son discours des Mureaux demandé qu'on avance sur la lutte contre la radicalisation, et notamment en ligne. Parce que comme vous le savez, Anzorov, donc celui qui a assassiné Samuel Paty, s'était radicalisé, nous disent les experts, en ligne. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé dans une mosquée radicalisée ou dans un lieu signalé à une commission de lutte contre l'islamisme, il est allé regarder des vidéos en ligne. Et c'est ce que Gilles Kepel, un grand expert de ces sujets du djihadisme, appelle le djihadisme d'atmosphère. Et donc pour lutter face à ça, et c'est très difficile, c'est un combat culturel à mener, il faut lutter contre cette radicalisation en ligne. Donc on a décidé de soutenir des acteurs de la société civile, des associations notamment, qui mènent ce combat et qui, pied à pied, répondent, font du contre-discours républicain sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu effectivement un appel d'offres réalisé dans les règles, à ma demande, par l'administration en charge, le CIPDR. Et ensuite, il y a 2 associations pour lesquelles, nous, des questions se sont posées. Et c'est nous, le gouvernement, qui avons décidé de lancer une inspection, d'une part, et de faire des articles 40 auprès de la justice, d'autre part, pour justement faire la lumière sur la gestion de ces associations, parce que notamment dans l'une d'elles, il y a le salaire d'un dirigeant qui, selon la nouvelle équipe de cette association, poserait question quant à la nature de son financement et la provenance, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, il y a un lien avec ces fonds. Je précise là-dessus parce que des choses fausses ont été dites,
et notamment par des gens, je pense, qui veulent discréditer ce discours-là. Moi, vous savez que je suis sur une ligne ferme sur la question de la laïcité. J'ai pris des positions courageuses avec Gérald Darmanin, notamment dans le cadre de la loi séparatisme. J'ai toujours dénoncé l'islamisme et la radicalisation. Et aujourd'hui, il y a des manipulations qui sont faites autour de cela. Des questions se posent sur la gestion de ces deux associations, c'est vrai. Mais c'est sur la gestion des associations et pas sur la gestion du fond, du coup. Bah, écoutez, nous, on a fait des articles 40, ça veut dire un signalement à la justice. Mais vous savez, le président de la commission des finances du Sénat, qui s'est saisi du sujet, le sénateur Reynal, a dit lui-même que les questions qui se posent dans la gestion de ces associations n'avaient rien à voir avec Marlène Schiappa, je le cite. Donc c'est là-dessus que ça se pose. Ensuite, quant au suivi mené par l'administration, moi j'ai eu un premier rapport qui m'a été remis 6 mois après. Aucun sujet, aucun problème n'était soulevé à ce moment-là. Le deuxième rapport devait être produit en juin 2022. Est-ce que vous savez où j'étais en juin 2022 ? Non, vous allez me le dire. Je n'étais pas au gouvernement. Ouais. Je n'étais plus ministre de ce sujet. Ça fait plus d'1 an que je suis plus ministre de ce sujet. Donc vous n'avez pas eu le deuxième rapport dans vos mains ? Moi, je l'ai pas eu, mais c'est normal que je l'ai pas eu. Je ne blâme personne. Je n'étais pas ministre. Il n'incombe pas aux anciens ministres. Et dans ce deuxième rapport, rappeler, il y avait ces deux associations en question étaient pointées. Je ne sais pas s'il a été remis parce que je n'ai pas à avoir connaissance du travail d'une administration sur laquelle je n'ai plus tutelle depuis 1 an. Donc moi, je souhaite qu'on puisse dire très précisément ce qu'il en est. Mais contrairement à ce que j'ai lu ici ou là, il n'y a pas ni de détournement, bien évidemment, ni même de copinage qui puisse m'être imputé, puisque certains disent, l'un des articles disait, elle a distribué les subventions à ses amis. Je n'ai aucun ami parmi les lauréats du Fonds Marianne. Aucun ami, aucun proche. Même l'une des personnes mises en cause a dit elle-même à la télévision, je ne suis pas amie de Marlène Schiappa, je l'ai croisée 2-3 fois. Pourquoi ils vous accusent tous alors comme ça, à votre avis ? D'abord, pardon de le dire, il y a un peu de paresse intellectuelle. Ouais. C'est-à-dire que vous avez quelques mots-clés. Vous avez Schiappa, scandale, argent, terrorisme. Vous mettez tout ça ensemble, vous secouez et c'est comme ça qu'on part. Ça fait un bon marronnier, c'est ça ? Je pense qu'on part d'un article intéressant et de bonne foi fait par des journalistes d'investigation dans Marianne qui posent des questions auxquelles on doit apporter des réponses. Et moi, dès le début d'ailleurs, et mes messages écrits ont été produits, j'ai demandé qu'on fasse toute la transparence. On part de ça et on arrive à de la désinformation, notamment de la part d'élus de la France Insoumise. Je pense à Louis Boyard qui a fait un tweet diffamant. Et j'ai saisi mon avocate sur le sujet puisque vous avez dit que vous alliez faire un dépôt de plainte pour diffamation et je vous cite, la lutte contre les idées mortifères est une priorité du gouvernement. Il ne faut pas être naïf sur la nature des attaques. Donc fait, on est sur des attaques politiques clairement pour vous. Quoi. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des questions légitimes qui se posent sur la gestion de ces associations et qui peuvent se poser sur le suivi opéré sur ces subventions d'argent public. Là, il y a des commissions d'enquête, il y a des inspections, il y a la justice. Donc tout ça dira comment on peut améliorer les process. Il y a ensuite la gestion interne des associations. Il y a peut-être des gens qui, de bonne foi, parce que le sujet est complexe, se laissent prendre par la lecture de gros titres sans aller dans le fond du sujet. Et puis oui, moi je pense qu'il y a quand même de la manipulation politique. Donc bien sûr, mon avocate, Maître Minkonski, dépose plainte contre certaines plateformes qui sont des plateformes hostiles, qui manipulent volontiers la vérité en faisant croire qu'il y aurait des délits là où ce n'est pas le cas. On a aujourd'hui tous les éléments techniques et juridiques pour démontrer que c'est de la diffamation et donc bien évidemment on les poursuivra. Absolument. Et puis vous savez que j'ai toujours dénoncé depuis des années les élus qui copinent avec le communautarisme. Je suis celle qui a dénoncé la subvention par le maire de Grenoble, par exemple, au CCIF, organisation que nous, gouvernement, nous avons fait dissoudre en raison notamment de ses accointances avec des sphères d'islamistes radicalisés. On m'a beaucoup reproché de critiquer beaucoup l'islamisme, d'être offensif sur les sujets de laïcité, mais je l'assume parfaitement. Mais quand vous me parlez par exemple de Louis Boyard ou de ces politiques qui vous attaquent très directement en ce moment, est-ce que c'est finalement en sous-jacent des attaques contre la laïcité et contre votre parti tout simplement, Marlène Schiappa? Moi je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord des gens qui se disent tiens on va se payer Marlène Schiappa parce que c'est ainsi depuis 2017. J'en ai l'habitude et ma personne n'est même pas le sujet. Mais vous avez bien sûr des gens qui se disent... C'est quoi le sujet ? Le sujet, pour moi, c'est comment on continue à lutter contre la radicalisation. Je suis très préoccupée par cette question depuis longtemps. Eux, ils règlent leur compte idéologique avec vous, en fait. Mais bien sûr, vous avez des gens aujourd'hui qui ont combattu notre ligne sur la laïcité. J'ai obtenu des victoires politiques sur la laïcité pendant le précédent quinquennat. La création d'un comité interministériel laïcité avec Jean Castex. La création d'un bureau de la laïcité au ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin.
à l'époque, ça nous était déjà contesté parce que moi, je suis pas dans une ligne de laïcité, disons, accommodante ou de compromis. Je pense qu'il faut combattre l'islamisme radical. Je pense que le burkini n'est pas une pratique. Les actions coup de poing burkini dans les piscines, par exemple, ne sont pas des pratiques à soutenir. Au contraire, voilà, je pense qu'il faut lutter contre ces pratiques. Ils ont de la complaisance en fait pour ces mouvements-là, communautaristes et pas tout le monde encore. L'islam radical. Une fois encore, il y a des gens qui peuvent se poser des questions de bonne foi, mais le travail du président de la commission des finances du Sénat, Monsieur le sénateur Reynal, qui est un homme extrêmement impartial et sérieux dans son travail, a dit que je n'étais pas reliée aux questions qui se posaient. Il dit Marlène Schiappa n'est pas le sujet. Donc je ne suis pas le sujet, mais le sujet c'est comment on soutient toutes ces organisations. Sur les 17, il y en a 15 qui sont au-dessus de tout soupçon, qui mènent un travail remarquable et il faut les soutenir. Moi, quand je vois par exemple Rudi Reichstadt, qui dirige Conspiracy Watch, recevoir des menaces antisémites sur les réseaux sociaux, des montages avec des guillotines, des montages avec des kalachnikovs. À cause de cette histoire de Fonds Marianne, là ? Tout à fait, parce il y a une manipulation de l'information là encore. On est dans un délire complotiste. Il reçoit des messages disant vous êtes juif, vous avez été financé parce que dans le comité de financement il y avait des juifs, et on voit cette rhétorique. Là. Mais je pense qu'il y a effectivement... C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, en fait, c'est ça ? Voilà, en fait, vous avez à la fois, je vais être claire là-dessus, des questions de bonne foi, et je ne remets pas en cause le rôle de la presse d'investigation. Je pense que je remercie au contraire la presse d'investigation d'avoir soulevé des questions qui sont légitimes. Donc on parle de Mediapart, on parle de France 2, on parle de Marianne. Je parle de Marianne et de France 2, notamment, qui soulèvent des questions qui sont légitimes. Pas Mediapart. Écoutez, Mediapart fait son travail et moi je veux pas être en opposition avec la presse quelle qu'elle soit, même quand j'ai des désaccords. Après, ils vont un peu gratter là où il faut, Non, gratter c'est normal. Ouais. Écoutez, moi si j'étais journaliste, j'irais gratter partout où je peux gratter. C'est tout à fait normal je reprends votre Mais terme. là que c'est pas le bon en fait, c'est ça ? Non, mais en fait, mettre à chaque fois Marlène Schiappa avec ma photo, mon nom, parce qu'on sait que ça va cliquer, sous-entendre qu'il y a des détournements. Je veux dire, quelqu'un qui le buzz, quoi. Quelqu'un qui lit rapidement, il pense que j'ai pris 2,5 millions d'euros dans les petites mains et que je suis partie avec, si vous voulez. Et ou comme que la plupart des gens lisent rapidement, effectivement. Ou que j'ai donné de l'argent à mes amis, ce qui est faux. Je veux dire, ça, c'est ce qu'a écrit Mediapart dans un premier temps. Et ensuite, d'ailleurs, même l'un des dirigeants mis en cause a dit lui-même, je ne suis pas un ami de Marlène Schiappa. Je l'ai croisé à quelques reprises. On n'est pas amis, mais vous voyez à quel point on est dans des accusations. Si je dis aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes ami de un tel et que vous me dites, mais pas du tout, et je vous dis, si vous êtes ami, en fait, qui va arbitrer votre degré d'amitié. C'est assez ubuesque. Et donc, voilà. Donc, non, j'ai aucun ami. Je dis, je le répète, il n'y a pas de copinage. Et donc, c'est pour cette raison que je dépose plainte contre certaines plateformes. Je ne mets pas la presse dedans. Et concernant les opposants politiques, et je veux le dire, je suis pas favorable à la judiciarisation de la vie politique. Donc, mon avocate va prendre contact pour leur donner un gage de bonne foi, dire peut-être de bonne foi vous aviez mal compris et c'est pour ça que vous avez diffamé la ministre. Dans ces cas-là, on vous demande de retirer vos tweets tout simplement et on n'en fera pas communication. Pas d'excuses. Non, ils s'excuseront pas. Je suis pas là pour demander des excuses pour moi-même. Je suis là pour faire en sorte que cette cause pour la déradicalisation, pour la lutte contre tous les discours de haine en ligne puisse perdurer et qu'on n'infame pas des associations qui font un travail difficile au péril de leur vie. Genre, les attentats, c'est une réalité. Salman Rushdie, Malala Yousafzai, et je ne fais pas l'injure aux auditeurs de Sud Radio de rappeler tous les attentats islamistes qui ont eu lieu en France. Faire de la politique, finalement, pour vous, Marlène Schiappa, ça va forcément avec de pair avec le combat contre l'obscurantisme, en fait. C'est très important. C'est représenter la République et ses valeurs fondamentales, quoi. Bien sûr, oui, je pense, parce que moi, je suis très attachée à la démocratie. Je parle à tout le monde, je réponds à toutes les questions. J'aime le débat d'idées, j'aime quand il y a un désaccord et qu'on essaye d'avoir une discussion pour comprendre l'autre. Finalement, c'est ça aussi qui est, je crois, important. L'échange. Mais ça doit partir de base autour de la raison, autour des valeurs de la République et autour d'un certain nombre de principes sur lesquels on peut se mettre d'accord, je pense. C'est quoi votre principale qualité pour vous en politique ? Ma principale qualité en politique, je dirais que je suis pugnace. Clairement. Et justement, puisque vous êtes pugnace, comment vous êtes gentil, vous me demandez pas mes défauts. C'est pas entretien d'embauche, je suis pas obligée de dire je suis perfectionniste. Non, je vous demande pas vos défauts. Ça nous intéresse moins. On les voit bien. Comment fait-on pour convaincre, justement, quand on est politique et que les gens adhèrent pas ? Il y a des stratégies ou c'est juste parce que vous allez avec le cœur pour vous, Marlène Schiappa ? C'est pas toujours facile. Moi, j'essaie d'être sincère. En tout cas, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai passé mon enfance en grande partie en cité HLM. Ma famille venait d'un milieu plutôt modeste. Enfin, on n'était pas en grande précarité, mais on a quand même connu des moments pas forcément faciles. On est 4 frères et sœurs.
Donc je pense que je parle à peu près normalement, j'ai envie de dire, et c'est ce que me disent les gens dans la rue d'ailleurs. Il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, mais dans la rue, souvent, que ce soit j'étais en Sarthe ou à Nice récemment, et les gens viennent me voir en me disant on n'est pas forcément d'accord avec vous, mais votre franc-parler fait du bien. C'est sympa d'avoir une ministre qui a l'air à peu près comme nous. Ouais, voilà. Donc ça me fait toujours plaisir. Ça sort des carcans. Ouais. À mes côtés ce soir et en tête-à-tête avec vous, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène Schiappa. C'est excellent et c'est votre émission du dimanche soir sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio sur la radio du Parlons Vrai. Vous êtes au bon endroit, c'est excellent jusqu'à 20h. Un petit tête-à-tête pour vous ce soir, chers auditeurs, avec notre secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène Schiappa. Alors Marlène Schiappa, on l'a dit, vous étiez aux Nations Unies ces derniers jours, au même moment que la sortie du numéro de Playboy, dont vous faites la couverture, avec des photos de vous, moi j'ai envie de dire plutôt pudiques. Merci. De la photographe Stéphanie Renoma. Il y a 12 pages d'interview, faut pas oublier non plus, chers auditeurs. Vous parlez notamment de la liberté des femmes, de politique, de littérature. Alors évidemment, on en a beaucoup entendu parler. Et un des premiers reproches de vos détracteurs, c'est que l'iconographie, alors je cite, érotique traditionnelle du magazine est peu cohérente avec vos revendications féministes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mais d'abord, le féminisme et l'érotisme ne sont pas incompatibles. Enfin, c'est pas un mystère que j'ai écrit dans ma jeunesse, sous des pseudonymes. Oser l'orgasme féminin, par exemple. Notamment, ouais, bien sûr. J'ai contribué à la maison d'édition qui s'appelle La Musardine, qui est une grande maison d'édition érotique parisienne. Donc moi, j'ai jamais considéré que que ça n'allait pas ensemble. En fait, c'est pas ma vision du féminisme. Ma vision du féminisme, c'est l'émancipation. Donc c'est aussi le droit pour les femmes d'avoir une sexualité épanouie. Ça devrait pas être un tabou, en fait, et qu'on s'indigne en 2023 que des femmes puissent s'exprimer sur les questions de sexualité, pas être forcément un objet de désir ou de non-désir, mais aussi un sujet désirant, actif, etc. Ça pourquoi vous n'avez pas poussé un peu plus ? Moi, je me suis dit, elle aurait dû faire un peu plus osé, en fait, quitte à le faire. Sur les photos ? Ouais. Écoutez, c'est Playboy quand même. On a envie de voir une épaule. Enfin, on voit pas grand-chose, quoi. Je vous remercie de le souligner parce que j'ai eu l'impression parfois quand j'entendais des commentaires que j'avais fait quelque chose vraiment. On parle de photos. C'est la bienséance judéo-chrétienne française. Ouais, je suis pas très judéo-chrétienne mais j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes judéo-chrétiennes. Ouais, mais c'est ça en fait, ça dérange, quoi. Oui, peut-être, oui, mais en tout cas, oui, effectivement, moi je pense qu'il faut parler à tout le monde, en fait. Je suis allée parler à la Convention des droits de valeurs actuelles, qui est plutôt, ils m'en voudront pas de dire qu'ils sont d'extrême droite, ou j'imagine qu'ils se définiront comme droite radicale. Je suis allée. Je sais pas s'ils seront d'accord avec vous. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, je suis allée aussi à l'université d'été de LFI. Je peux dire qu'ils sont d'extrême gauche. Ils ne voudront pas dire qu'ils sont d'extrême gauche, donc de gauche radicale, j'en sais rien. Anyway, je suis allée. Ils sont insoumis, eux. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je vais parler partout, on m'invite. Je pense que quand on est ministre, on doit répondre à toutes les questions dans tous les supports de presse. Et je pense que parfois, c'est bien aussi d'aller. C'est un peu de la provoque quand même de faire Playboy. Vous saviez que derrière, ça allait faire du bruit, non ? Je pensais que ça ferait un peu de bruit, mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit à ce point-là, parce que comme vous dites, j'ai une robe longue sur la couverture. J'ai pas l'impression que ce soit. Je comprends que certains puissent désapprouver, mais j'ai pas l'impression que ce soit le problème le plus grave dans la vie de chacun aujourd'hui de savoir que j'ai fait une photo avec une robe dans Playboy. Alors pourquoi est-ce que vous avez accepté justement Playboy ? Est-ce que c'est par exemple, moi c'est une idée que je me suis dit, mais c'est promouvoir l'émancipation de la femme. Vous prenez l'émancipation de la femme à travers la liberté sexuelle. Donc comme vous disiez tout à l'heure, c'est indissociable l'un de l'autre. Mais pour moi, à travers vraiment, tous les sujets. C'est-à-dire que pour moi, la liberté de la femme, c'est que si une femme a envie d'être candidate à l'élection de Miss France, on lui jette pas des cailloux. Et je le dis parce que chaque année. Elle est plus habillée. Ah non, c'est pas vrai. Non, mais chaque année, je vois des femmes critiquer d'autres femmes, des féministes notamment, des féministes s'exprimer en dénigrant des femmes qui participent à Miss France. Moi, je suis pas féministe pour dénigrer les autres femmes. Je suis féministe pour être en soutien et leur dire si vous avez envie de rentrer dans les ordres ou si vous avez envie de faire Miss France ou tout autre sujet, il faut vous soutenir. Et d'ailleurs, je dis dans l'interview dans Playboy que j'ai regardé le documentaire Netflix sur Pamela Anderson. Alors, je suis pas en train de me comparer à Pamela Anderson. Faites attention, parce qu'après on va dire qu'elle vous a inspiré. Non, mais c'est ce que j'ai lu déjà dans un magazine féminin, disant elle se compare à Pamela Anderson. Je n'ai pas cette prétention, que tout le monde se rassure. Mais Pamela Anderson. Surtout, vous faites pas le même métier après. Absolument. Pamela Anderson, elle explique justement à quel point on l'a dévalorisée pour ce qu'elle faisait et qu'elle a été elle-même victime de violences conjugales, de violences sexuelles. Et elle dit que faire la couve de Playboy, pour elle, dans sa vie personnelle, c'était quelque chose d'émancipateur. C'est un acte libérateur. Exactement, qui disait en fait qu'elle a été victime
différentes formes de violence. Et c'est une manière pour elle de reprendre possession de son corps que de faire la couverture. Alors, elle était moins vêtue, certes, mais en tout cas, je trouve que ce discours, il doit être entendu. On ne peut pas juste le jeter aux orties. C'est ce que vous vouliez faire aussi, reprendre possession de vous dans la vie politique, en faisant la couverture? Mais de façon générale, je pense qu'une femme a toujours besoin d'être émancipée et qu'il n'y a jamais trop d'actes émancipateurs ou de liberté pour les femmes de disposer de leur propre corps. L'idéologie selon laquelle les femmes devraient se cacher, ne pas trop se montrer, c'est cette idéologie qui dit vous pouvez travailler, mais vous pouvez faire de la politique, mais soyez pas trop audacieuse. Vous pouvez sortir, mais ne soyez pas trop en mini-jupe ou en décolleté. Pour moi, c'est pas ça la France. Pour moi, la France, c'est vraiment la liberté de chaque femme d'être en col roulé ou avec une mini-robe. Ils sont un peu impitoyables quand même, hein, quand on vous écoute et quand on voit ce qui se passe. Le genre général, toutes les réseaux sociaux, tous ces commentaires qu'il y a eu, et souvent masculins d'ailleurs. Enfin, vous parlez des femmes. Je pense que la sororité c'est un peu une utopie dans certaines fois. Là, on parle des hommes. Je me suis aussi dit que vous aviez peut-être envie d'inciter ceux qui sont peut-être encore coincés dans des idées machistes, qui sont la cible de Playboy, à être plus actifs pour cette fameuse égalité des sexes. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous c'est l'avez fait? aller parler à tout le monde. Vous savez, il y a un peu d'hypocrisie dans les réactions. Une ancienne ministre des droits des femmes, Laurence Rossignol, fait un tweet pour dire « Oh là là, mon Dieu, scandale, Marlène Schiappa est en interview dans Playboy », avant même de l'avoir lu ni vu d'ailleurs. Mais elle-même, quand elle était ministre, a donné une interview au magazine Lui, qui est sur la même thématique, avec l'argument selon lequel il faut aller dans les magazines pour hommes parce que c'est là qu'on va les toucher, etc. Voilà, je pense que tout est dit sur le niveau d'hypocrisie du sujet. Vous répondez assez cash en général aux attaques, Marlène Schiappa. Vous pouvez pas faire autrement, quoi, en fait. Oui, moi je suis corse, vous savez. Je vous dis, je fais pas policier, je fais pas de la langue de bois. Donc en fait, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Voilà, je pense que c'est un principe de base pas mal. Ça peut jouer des tours des fois, non? En politique. Oui, sûrement, mais je préfère l'important. Vous savez, je vais dire, je vieillis, mais j'ai eu 40 ans il y a pas longtemps. Je pense que l'important dans la vie, finalement, c'est est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace à la fin de la journée. Voilà. C'est la base. Et la politique, c'est quand même un métier qui inclut une grande part de séduction, de tactique, en fait, du coup, tant pour les hommes d'ailleurs que pour les femmes. Est-ce que vous pensez que vous avez séduit? Est-ce que c'est important? Vous y pensez à ça, justement? Non, honnêtement, j'y pense pas. Non, j'y pense pas du tout. J'essaye de convaincre plus que de séduire. Est-ce qu'il faut pas séduire pour convaincre? Si, sans doute. Après, moi, je sais que j'ai les qualités de mes défauts et les défauts de mes qualités. On revient sur l'entretien d'embauche. Je suis perfectionniste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on me crédite d'imprimer. C'est-à-dire, les gens voient à peu près qui je suis. Il y a des gens qui m'adorent. J'ai vraiment, je vous dis, parfois, je suis en train de prendre un thé dans un bar, les gens viennent me voir, me disent « Oh, je souhaite vous inviter, venez avec nous, on va discuter ». On me demande des selfies tous les jours dans la rue, je reçois plein de petits messages, de lettres manuscrites, très mignonnes et de soutien. Mais je vois aussi sur les réseaux sociaux la haine qui peut exister et des gens qui justement, parce que je suis visible, parce que j'imprime et parce que j'incarne des combats pour la liberté des femmes, pour la laïcité. Vous êtes haute en couleur aussi, c'est normal d'avoir des réactions extrêmes quand on est très cash comme vous le savez. Oui, bien sûr, je polarise, comme on dit. Oui, clairement. Mais je vis bien avec, ça ne me dérange pas. Si c'était un homme politique qui avait fait la couve de Playboy ou de lui ou de je ne sais quoi à votre place, est-ce que ça aurait été, il aurait été autant la proie des critiques? Mais vous savez, il y a eu pléthore d'hommes politiques, Thierry Breton, Mitterrand, Jean-Pierre Chevènement, Jacques Attali, Malcolm X même à l'époque, qui ont été dans Playboy et ça n'a pas fait se toller. Donc, je pense là aussi, c'est pour ça que je dis là aussi qu'il y a un peu d'hypocrisie sur les réactions et un peu un jeu de dupes, parce que finalement les Français n'ont pas partagé ce point de vue un peu de l'intelligentsia ou de la bien-pensance. 100 000 exemplaires, dit-on, se sont vendus de Playboy en quelques heures. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour un trimestriel. Qui en vendait 25 000, je dirais. Voilà, exactement. Les études d'opinion disent que non seulement je ne perds pas de soutien des Français, mais j'en gagne au contraire. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que, en fait, c'est pas. Voilà. Donc c'est plus important d'être soutenu par le peuple que par vos pères, Marlène Schiappa? Que par vos pères? J'ai pas eu l'impression d'être désavouée par mes pères. Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur auprès de qui j'ai travaillé, a dit être une femme libérée, c'est pas si facile. C'était mignon d'ailleurs. Bah ouais, Elisabeth Borne, elle était moyen contente quand même, non? Bah, elle a trouvé que c'était pas le bon tempo. Après, c'est la chef de la majorité, c'est la chef du gouvernement. Je comprends, vu de sa fenêtre et de son point de vue, je comprends tout à fait qu'elle dise je suis en train de gérer une contestation sociale. Est-ce que vraiment c'est le moment pour moi d'avoir une des membres de mon équipe
dans la couverture de Playboy. Je comprends complètement son point de vue. Et même, j'irai plus loin. Je veux pas qu'on se serve du fait que j'ai fait la couverture de Playboy pour attaquer ma première ministre. Oui, puis notre président, il a bien fait une interview dans Pif Gadget. Oui, le président parle à tout le monde. C'est aussi ça. sa marque de fabrique. Voilà. Et je vais vous dire, moi, par exemple, ma fille qui a 15 ans, quand le président a répondu à Big Flo et Oli, avec ses copines, elles ont adoré. Elles ont regardé l'interview et elles ne seraient pas allées regarder. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des populations qui ne sont pas forcément à l'écoute d'habitude aussi. Oui, je pense, qui vont pas écouter une émission politique. Vous savez, nous, on est piqués à la politique. On écoute, pardon pour la métaphore, mais on écoute les émissions politiques le dimanche. On fait la tournée, on regarde les actualités tous les jours dans les moindres détails. Mais il y a beaucoup de gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils vont mieux dans leur vie. Mais en tout cas, c'est important aussi d'aller les chercher pour leur expliquer. On peut pas dire à la fois il y a une défiance entre les responsables politiques et le peuple, etc. et considérer que les responsables politiques doivent parler entre eux dans des salons feutrés dorés parisiens. Et puis qu'ailleurs quelque part il y aurait le peuple à qui on va jamais parler. Donc c'est pour ça que je crois que c'est salutaire quand le président fait ce type d'interview. Le rôle des femmes de politique, en politique, on va quand même en reparler. On remarque que quand elles sont hautes en couleur comme vous, donc qu'on les entend plus que les autres, qu'elles sont pas policées, en général, je vais pas sortir le nom de toutes celles qui s'en prennent plein la tête, voilà, mais il y en a quand même beaucoup. En général, elles se font vraiment allumer assez sévèrement. Et moi, en tant que femme, par exemple, là, je vais donner un point de vue personnel, ça me choque, parce que je pense qu'on est encore dans un monde un peu arriéré. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, assez misogyne. Mais bien sûr, mais on se permet des choses avec les femmes qu'on se permettrait pas avec les hommes. Et d'ailleurs, moi je le dénonce toujours, même quand ce sont des gens qui ne sont pas de mon bord politique. Par exemple, quand il y a eu des critiques misogynes à l'encontre de Sarah Knafo, la conseillère d'Éric Zemmour, je suis montée au créneau pour prendre sa défense alors que je suis très loin de ses idées politiques. Je pense qu'on est assez opposés sur beaucoup de choses, mais néanmoins, la lutte contre le sexisme, c'est un principe, donc c'est pas une question de personne, et c'est pour tout le monde ou pour personne. De la même manière, il m'est déjà arrivé de défendre Marine Le Pen qui était aux prises à des propos misogynes. Je pense qu'on peut mener un débat d'idées et même un combat d'idées, même fort et même vif. Mais ouais, absolument, mais sur le fond, et pas en s'attaquant à la vie privée. Ça lui a pas plu non plus Playboy à Marine Le Pen, hein. C'est son droit, écoutez, on est en démocratie. Est-ce que vous payez votre modernité, Marlène Schiappa? Je sais pas. Vous communiquez d'une autre manière, hein. Vous êtes la première à être allée chez Hanouna, par exemple. Ils sont tous venus derrière. Parfois, j'ai raison trop tôt. Vous savez, voilà, vous avez raison de le rappeler. J'étais allée dans l'émission de Cyril Hanouna. J'étais huée à l'époque pour ça. Vous vous rendez compte? Alors qu'aujourd'hui, tout le monde y va. Aujourd'hui, c'est une émission politique incontournable. Tous les responsables politiques viennent. D'ailleurs, certains qui m'avaient hué à l'époque m'ont demandé après le numéro du producteur pour savoir comment ils pouvaient se faire inviter. Donc, voilà. Et dans ces cas-là, vous dites quoi? Vous soulignez quand même que c'est rigolo quand même? Non, je suis bonne joueuse. Je donne le numéro. Je dis, si tu veux, je te mets en relation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, ça? Ce regard sur les femmes. Déjà, le dénoncer, si à chaque fois qu'il y a un procès en incompétence pour les femmes, on dénonce, c'est pas mal. Parce qu'en fait, les sociologues qui ont démontré ça s'appelle la présomption de compétence pour les hommes et la présomption d'incompétence pour les femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là, il y a un plateau télé et qu'on voit arriver un homme avec un costume cravate et un petit dossier dans la main, on va se dire, voilà un expert. Un expert de quoi? On ne sait pas, mais il a le look d'un expert. Si on voit arriver une belle blonde, habillée de manière sexy, très jolie, je vous décris, voilà, je suis en train de vous décrire, voilà. Je m'arrête là, je vais pas plus loin, mais voilà, avec un joli noir, en dentelle, etc. En fait, les gens, la plupart des gens vont pas se dire, voilà une experte de quelque chose. Ils vont se dire, tiens, il y a une nana, et après tout, qu'est-ce qu'elle fait là? Et cette espèce de procès elle en est jolie, intrusion, oui, elle est, ou même elle est féminine, elle est pas, elle détonne dans les codes, voilà. Moi, j'ai eu pléthore d'articles quand j'ai été nommée au gouvernement qui parlaient de mes cheveux, mon vernis. Et puis de toute façon, quand vous êtes une femme, ça va jamais. Soit vous êtes trop sexy, soit vous êtes trop moche, soit vous êtes trop jeune et donc écervelée, soit vous êtes trop vieille et limite vous n'êtes pas périmée dans les commentaires qui sont faits. Il y a une dureté vis-à-vis des femmes politiques qui est très spécifique parce qu'on ne leur laisse rien passer. Et les femmes sont dures entre elles. Oui, c'est ça, parce qu'on parlait de sororité tout à l'heure. Mais bien sûr, Ségolène Royal qui dit par exemple que je n'aurais pas dû poser dans Playboy parce que je suis mère de famille, elle a posé... Quand on parle de la France judéo-chrétienne, on n'est pas loin. Elle a posé au lendemain de son accouchement et je lui en ferai pas grief, mais ça veut dire qu'on est quand même dans une dichotomie où soit vous êtes une maman, soit vous êtes une femme. Vous pouvez pas être une maman, une femme, une ministre. Non, d'une maman, femme politique, c'est marrant. C'est pour ça que c'est étonnant. Et d'ailleurs, dans l'interview Playboy, je le prédis tout ça. Tout ce qui s'est passé après,
je le dis dans l'interview. Je dis que quand on fait un buzz, on parle plus du buzz que du fond de l'actualité. Vous êtes la première émission où je peux expliquer ce que c'est l'économie sociale et solidaire et la résolution de l'économie sociale et solidaire, et je vous en remercie. Je vous en prie. Et je dis aussi dans Playboy que souvent les femmes sont plus dures entre elles en politique. Le but, c'est de donner à entendre pour les auditeurs et qu'ils sachent qu'ils aient de quoi se faire leur propre opinion, parce que s'ils n'ont pas les bonnes infos derrière, c'est difficile. Merci. D'ailleurs, merci chers auditeurs d'écouter cette excellence sur Sud Radio avec la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative Marlène Schiappa. On continue cet échange dans un instant. Restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent, c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses esprits poliformes. Ce soir avec la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Voilà, solidaire et solidaire. Marlène Schiappa. Alors Marlène, on a beaucoup parlé de vous en tant que femme politique au cours de cette émission. J'ai envie aussi de vous faire découvrir à mes auditeurs un peu plus en profondeur à travers votre vie d'avant et ses engagements multiples. Alors vous avez notamment travaillé comme consultante en communication, vous avez été formatrice, vous êtes écrivaine. Et le lien entre tout cela, quand même, je l'ai dit, c'est votre engagement féministe. C'est-à-dire que ça, c'est inné, c'est comme ça et c'est depuis toujours. Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que, vous savez, quand j'étais nommée au gouvernement, certains ont écrit « Une blogueuse est nommée au gouvernement ». Je dirigeais une agence web et je présidais une association et j'étais élue locale. Je pense que si j'avais été un homme, on aurait écrit « Une CEO de l'activisme au gouvernement ». Donc on revient à cette différence de traitement entre les femmes et les hommes. Mais c'est vrai que oui, j'ai toujours voulu m'engager, travailler avec les autres. J'ai monté une association qui s'appelait Maman Travail. J'ai présidé ce réseau associatif pendant une dizaine d'années. Et l'idée, c'était justement d'améliorer la conciliation vie pro, vie familiale, en étant un peu en dehors des idéologies féministes, justement. Mais vous étiez à l'avance, parce que c'est des sujets d'aujourd'hui, ça. Exactement, en étant pragmatique. En fait, moi, je remercie les membres de ce réseau associatif qui nous ont permis de mettre à l'agenda ces sujets. Comment on attribue des places en crèche. On a créé un pacte sur la transparence pour l'attribution des places en crèche, ou les salles d'allaitement, par exemple, dans les entreprises, ou le fait de ne pas être discriminé quand vous revenez de votre congé maternité, que vous revenez travailler, et même pour les hommes, parce que c'est pas facile pour un homme aujourd'hui un peu plus, mais quoique, de dire qu'on va prendre tout son congé paternité. Beaucoup d'hommes osent pas le faire. Ou de dire, là, mon enfant est malade, je pars, je vais m'occuper de lui. Donc on veut permettre aussi aux hommes de s'engager dans leur vie familiale s'ils le souhaitent. Donc être féministe, ça veut dire inclure les hommes pour vous, Marlène Schiappa. Oui, parce que clairement, les féministes qu'on entend beaucoup, elles s'excluent. Non, moi je pense que l'objectif final, c'est la mixité. En fait, c'est femmes et hommes partager un même espace de travail, de loisirs, de séduction aussi, pourquoi pas. Et je pense que le féminisme, à terme, libère les hommes aussi. Parce que quand on sort des injonctions de genre, ça veut dire qu'on se dit que la femme n'est pas obligée de faire une tarte aux pommes et de s'occuper de changer les bébés. Et l'homme n'est pas obligé forcément de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de toute la famille. Il peut faire une tarte aux pommes pendant qu'on gagne de l'argent, c'est pas grave. Messieurs, à vos fourneaux. C'est parti. Alors vous avez écrit plus de 30 livres, on l'a dit. Et quand vous avez écrit le blog Maman Travail, justement en 2008, ce réseau de mères actives, vous avez vraiment mis en route peut-être. Est-ce que vous sentez que vous êtes précurseur de tout ce mouvement justement d'embrassage, j'ai envie de dire, je sais pas comment on dit, des hommes, d'intégrer les hommes à cette vie privée, qui ça c'est tout nouveau en fait. Ça fait que peut-être 4-5 ans qu'on en parle beaucoup. Ouais, complètement, oui, bien sûr. Est-ce que ça fonctionne encore votre association ? Non, parce que je suis rentrée au gouvernement, j'ai voulu justement faire les choses très bien et clairement et distinguer. Et les actions que vous avez mises en place ? Absolument, ça oui, complètement. D'ailleurs, quand je parle du pacte transparence crèche, on a fait signer des maires. MAIRES, de ville pour s'engager là-dessus. On a milité pour l'allongement du congé paternité. Et ça me fait plaisir parce que pendant 10 ans, j'ai demandé au pouvoir public d'allonger le congé paternité. Et le président qui l'a allongé, c'est le président Emmanuel Macron, qui a décidé d'allonger ce congé paternité pour qu'aujourd'hui, des pères puissent en bénéficier. Donc ça me fait toujours plaisir quand je vois des pères qui me disent j'ai pris mon bébé vient de naître, je vais prendre mon congé paternité, et qui nous fait un petit clin d'œil pour les combats qu'on a menés. Bien sûr que je ne l'ai pas mené toute seule, je me crédite pas pour ça. Non, on est plus fort ensemble, c'est ça que vous disiez. Bien sûr, non, mais en plus, beaucoup de gens se sont mobilisés en même temps, des entreprises, le Parental Act autour de L'Oréal, et beaucoup d'autres, et puis des ministres, des parlementaires. Et je crois que c'est la volonté du président de la République lui-même de faire en sorte de créer des conditions plus harmonieuses pour l'engagement dans la famille. Et
puis vos livres aussi, ils ont été féministes. Alors il y a les livres érotiques que vous avez écrits sous pseudo, dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi, par exemple, Femme de candidat, qui est sorti en 2017, Le deuxième siècle de la démocratie, le deuxième sexe. Décidément, je fais des lapsus ce soir, 2018. Les droits des femmes face aux violences en 2020. Ou alors il y en a un, il y a pas très longtemps, là, juste une petite gifle, qui est tout juste sortie aux éditions de l'Observatoire. Pour ce dernier, vous parlez bien de la gifle de Adrien Quatennens, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, je pars des débats qui ont eu lieu autour d'Adrien Quatennens, qui a été condamné pour violence conjugale, pour dénoncer les idées reçues. Parce qu'en fait, j'entends parfois qu'on parle des violences conjugales comme un petit peu un sujet de café du commerce, avec tout le respect au monde pour les cafés du commerce que j'aime beaucoup. Ou le bar PMU, c'est ça ? Absolument. Moi, j'adore les bars PMU, mais il n'y a rien de plus sympa. Bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que c'est un domaine d'expertise. Et donc moi, j'ai voulu compiler les chiffres des études qui s'appellent Études sur les morts violentes au sein du couple du ministère de l'Intérieur, et battre en brèche les idées reçues sur les conflits dans le couple, sur la manière dont surviennent les violences, à la fois, par exemple, pour dire que c'est pas vrai que les hommes sont jamais victimes de violences conjugales. Il y a des hommes victimes de violences conjugales, ils sont moins en proportion, mais il faut pas les passer sous silence non plus. Mais aussi pour dire que l'argumentaire selon lequel une femme qui est frappée par son mari, c'est forcément qu'elle l'a bien cherché, c'est un argumentaire délétère qui vient justifier après des violences conjugales et des féminicides. On l'a souvent entendu. Vous vous souvenez, au moment de l'affaire Daval, l'avocat de Monsieur Daval avait couru un peu les plateaux télé et disait « Oui, mais aussi, Alexia avait une personnalité écrasante ». Moi, ça m'avait fait une boule au ventre d'entendre ça. Elle a été tuée, elle n'est plus là aujourd'hui, et on nous explique en gros que finalement, c'était elle. Cherché, quoi. Exactement, que c'était elle le problème. Évidemment que m'insurger face à des propos pareils. Pour en venir à Adrien Quatennens, chez LFI, ils sont contre les violences faites aux femmes, et pourtant il réintègre au groupe parlementaire un homme qui en est auteur. Il y a un problème de cohérence, clairement. Comment ça se fait ? Il y a un problème de cohérence, surtout quand il y a des gens qui sont accusés et qu'il n'y a pas de condamnation dans d'autres partis politiques qui demandent leur démission et leur désintégration totale et permanente de la vie politique, mais quand c'est quelqu'un qui est dans leur parti politique et qui est condamné au regard de la justice, c'est la justice qui l'a condamné, il change de point de vue. Donc oui, il y a un problème de cohérence à la France insoumise sur ce sujet-là. C'est hélas pas le seul sujet sur lequel il y a un problème de cohérence, et je dirais qu'au-delà de ça, le problème c'est qu'ils ont par exemple refusé de voter pour la proposition de loi de la majorité sur l'inéligibilité des personnes condamnées pour des faits de violence conjugale. Moi je pense que quelqu'un qui est condamné pour des faits de violence conjugale n'a pas sa place parmi les représentants du peuple. Toutes ces expériences que vous avez eues, l'écriture, la communication, le blog et tout ça, est-ce que c'est ça qui vous a façonné votre envie d'un chemin politique, ou est-ce que c'était déjà une velléité dès le départ ? Moi, vous savez, j'étais candidate pour la première fois à l'âge de 18 ans à une élection, donc c'était assez ancien. J'ai baigné dans la politique quand j'étais petite. Voilà, il y a des gens le dimanche qui vont au marché, à l'église, faire les courses, etc. Nous, on allait souvent diffuser ou tracter avec notre père. Notre mère aussi était engagée dans des associations. Donc j'ai toujours. Vous étiez très à gauche, vos parents ? Oui, bien sûr. Mon père est toujours très à gauche. Ouais, tout à fait. Il est mélanchoniste, pourrais-je dire. Je ne sais pas. Ça doit être sympa les dîners de famille. Oui, très. Vous engueulez un peu, non ? Pardon ? Vous engueulez un peu ? On a des désaccords, bien sûr. On a des accords politiques forts, affirmés, qui sont connus. Après, et ça n'empêche votre père, quand même. Ça n'empêche pas, à titre personnel, le respect, l'affection, l'amour qui peut exister dans une famille. Mais c'est vrai que ça permet de débattre. Mais ça me permet aussi de beaucoup comprendre certaines choses. Je suis vraiment pas quelqu'un de sectaire. Dans ma vie personnelle, je suis confrontée, dans mes meilleurs amis, à une élue communiste, Asia Benziane, à dire qu'elle est mon quota d'amis communistes. Mais j'ai une amie qui est une membre très active sur Europe Écologie Les Verts. Une autre qui est au Parti Socialiste. Ce qui se passe devant, c'est pas forcément ce qui se passe derrière, quoi. Ça faut qu'ils le sachent, les auditeurs aussi. C'est-à-dire que dans le monde politique, souvent, on se déchire la tête en public, parlons vrai sur Sud Radio, puis derrière, en fait. Alors moi, je me déchire jamais en public avec mes amis. En fait, mon amitié, elle est trop précieuse pour je mets ça avant, en fait. Moi, je mets pas. Je mettais l'humain avant la politique, quoi. Bah ouais, exactement. En fait, pour moi, une relation amicale ou familiale, elle est précieuse et je vais pas l'abîmer en allant insulter des gens. Et moi, je suis la même devant un micro ou derrière un micro. Moi, je fais jamais ça de dire on va avoir un débat, être en désaccord et derrière on se fait la bise. Soit on s'entend bien et je le dis, soit c'est pas le cas et je le dis aussi, je mens pas aux gens. Votre volonté d'être libre dans un univers bardé de protocoles, ça c'est quelque chose aussi, parce que alors là, vous explosez les barrières. Une thérapie sur pourquoi vous les contradictions. Je ne sais pas, c'est une très bonne question. Vous allez chercher les coups. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas. Par conviction ? Parce que vous pensez qu'il faut être libre partout, quoi qu'il arrive, et que finalement, vous êtes allé dans un univers qui est quand même impitoyable en général. Oui. Donc vous allez vraiment, je peux le dire, vous allez chercher les coups quand même.
C'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt iconoclaste ou rock'n'roll, ou je sais pas comment on me qualifie, et je vais dans l'univers le plus protocolaire qui soit. Donc oui, et en même temps, par exemple, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, beaucoup de directeurs généraux ou hauts gradés du ministère me remerciaient. Et l'un d'eux, quand j'avais organisé une cérémonie avec des guitares, etc., pour célébrer l'engagement des policiers et des gendarmes sur la question de la protection des femmes, j'ai fait chanter une gendarme qui a écrit une très belle chanson en hommage à sa maman, qui a été victime de violences conjugales. On a fait vraiment un très bel événement pour mettre en valeur cet engagement. Et ils sont tous venus me dire merci de mettre justement un caractère un peu d'événement, un peu de chaleur humaine dans cet univers-là, et ça m'était plutôt crédité. Quand Gérald Darmanin m'a demandé quand le président de la République m'a demandé d'être ministre délégué auprès de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, j'ai pas eu le sentiment que Gérald Darmanin se plaignait de moi. Bien au contraire. Ça leur plaît finalement que vous poussiez les barrières aussi, de s'ennuyer un petit peu. Édouard Philippe, l'ancien, qui a été mon Premier ministre, a écrit dans son livre qui saluait mon sens politique. Donc je pense que j'ai peut-être l'image de quelqu'un qui est un peu rebelle, etc. Mais au fond, je travaille, j'ai fait voter 37 lois. J'ai toujours été Vous avez été loyale. pris de la révélation politique aussi, mine de rien. Absolument, je vous remercie de le souligner. Moi, j'ai toujours tenu mes accords politiques. Voilà, donc en fait, derrière ce qu'on peut voir sur les plateaux télé, il y a aussi beaucoup de travail et beaucoup d'engagement. Dernière question de l'émission, Marlène Schiappa. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? C'est une question difficile. Qu'est-ce que je dirais à l'enfant que j'étais? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Vous étiez inquiète, petite? Ouais, très. Ouais, inquiète de quoi? De votre futur, de votre avenir, Ouais, de la vie en général, mais comme beaucoup d'enfants. Vous aviez quoi comme envie quand vous étiez enfant? Moi, je voulais être journaliste. D'accord. Voilà. Je voulais écrire. Je faisais des faux journaux avec ma sœur. On prenait des feuilles, puis on faisait des collages, etc. Et vraiment, c'était écrire. Donc écrire, vous êtes là où vous vouliez, quoi. Vous avez écrit. Ouais, absolument. J'ai fait des livres, j'ai fait une agence de contenu, j'ai été journaliste dans le passé. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez été chroniqueuse aussi, j'ai vu. Ouais, aussi, absolument. Non, moi, j'ai beaucoup de respect pour le métier de journaliste, en fait. Je pense que c'est un des plus beaux métiers d'aller essayer de chercher la vérité, et même la presse d'engagement, en fait, d'opinion. De dire, en fait, j'ai une opinion et j'ai envie de la partager avec le monde pour nourrir la réflexion. Voilà, je trouve que c'est un très beau métier. Donc, pour résumer, Marlène Schiappa, vous êtes à votre place, vous êtes contente, et la petite fille, elle est contente aussi, quoi. La petite fille, elle est jamais contente, mais parce qu'on est en soi, enfin, c'est là, on ouvre un sujet métaphysique, mais je pense que c'est aussi le doute qui fait avancer, et je pense que quand on est content de soi, on arrête de faire des choses. Moi, je suis jamais contente par nature. Je me demande toujours ce qu'il y a à faire après. Remise en question permanente, quoi. Oui, et puis je pense que le président de la République attend pas des ministres qui se disent qu'est-ce que je suis content d'être ministre, mais plutôt de se dire je suis en tension parce que j'ai tellement de choses à faire pour être utile. Vous avez le droit d'être contente aussi, hein. Ouais, c'est vrai, il paraît. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous surtout. Avec plaisir. C'était excellent sur Sud Radio avec Marlène Schiappa. Merci à vous tous, mes chers auditeurs, au rendez-vous tous les dimanches soirs à 19h. Dans peu de temps, vous serez à Dakar, Marlène Schiappa, pour participer au Forum mondial de l'économie solidaire et sociale. Je l'ai fait dans le temps, mais c'est pas grave. GSEF, qui est la première réunion post-résolution à l'ONU avec des pays de tout le globe. On vous souhaite bonne chance d'ailleurs pour porter cette résolution. Merci à Thibaut qui réalise aujourd'hui à Sud Radio, ses équipes. C'est excellent en intégral à réécouter sur le site et la chaîne de YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, 10h. À dimanche prochain, les copains, c'était excellent.